On entend souvent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. On va dire c'est même devenu un slogan du ministère de la Santé qu'on voit affiché partout, à la télévision, à la radio, dans les encarts presse, et puis répété par les diététiciens à grand renfort on va dire, d'informations légales. Mais quand on parle de fruits et légumes, c'est jamais précisé comment. Est-ce que c'est bio? Est-ce que c'est pas bio? Est-ce que c'est des OGM? Est-ce que c'est cuit? Est-ce que c'est cru? Est-ce que c'est avec des additifs? Est-ce que c'est mature? Est-ce que c'est cueilli vert? Voilà, c'est très très flou. Et moi, il y a une chose qui me surprend là-dedans, moi déjà, c'est le fait que ça soit pas plus précisé que ça, parce que si je prends 5 fruits du supermarché à bas prix, qui ont été cueillis non matures, ou 5 fruits et légumes de notre potager bio, c'est déjà une grosse différence. La grosse différence, elle se situe au niveau des nutriments. Et il y a des études qui sont sorties sur les dernières années qui montrent une différence énorme entre les légumes anciens et les légumes modernes en rapport avec leur teneur en nutriments. Alors là, le but de la causerie, ça va être de revenir sur ces légumes anciens à travers l'aspect nutritionnel, mais pas que, au niveau de la biodiversité également. Mais on va prendre le prisme de la sélection, de l'hybridation, et puis de la déperdition. Alors voilà, comme je disais, ça fait 10-15 ans qu'on nous alerte, à travers plusieurs études, de la faiblesse des fruits et des légumes modernes en nutriments. Alors je mets moderne entre guillemets. Et vous avez sans doute eu l'occasion de tomber sur l'information qui nous disait qu'une pêche des années 50 contenait, on va dire, l'équivalent en vitamine A de 20 pêches modernes. Donc c'est une manière imagée comme une autre de dire qu'une pêche aujourd'hui contient 20 fois moins de vitamine A qu'une pêche des années 50. Alors ça, c'était un petit peu ce qui était mis en exergue pour alerter les gens et les inciter à lire. C'était une accroche. Mais il se trouve quand même qu'il y avait une réalité biologique qui faisait qu'il y avait beaucoup moins de vitamines, en l'occurrence 20 fois moins, dans une pêche d'aujourd'hui que dans une pêche d'il y a 60-65 ans. Donc la question, c'est où sont passées ces vitamines? Alors comme je disais, si on écoute manger au moins 5 fruits et légumes par jour, si c'était théoriquement entendable il y a 60 ans, combien il faudra manger aujourd'hui? 20, 30, 40, 50, 100? En fait, on n'en sait pas. Puisque si on regarde du côté des nutriments, les aliments modernes semblent montrer des faiblesses, des carences et des baisses relatives de leur richesse nutritionnelle. Si on se fie à l'aspect, on pourrait dire que les légumes modernes, enfin les végétaux, quand je dirais légumes, il faudra entendre fruits également. On va dire si on parle des végétaux des années 50, ils ont peut-être un aspect moins agréable esthétiquement qu'aujourd'hui, et ça encore on va dire c'est tout à fait subjectif, mais en tout cas moins parfait. On a l'image, par exemple, si on utilise un fruit qui est très communément consommé, une orange, c'est orange, parfaitement sphérique, alors que quand vous allez dans des endroits où poussent naturellement les oranges, par exemple la Caraïbe, vous vous rendez compte que les oranges sont vertes, un peu grisâtres, on va dire ça répond moins à quelque chose d'exotique on va dire dans l'inconscient collectif, et on sera porté à moins la consommer. Mais, si on regarde une orange des années 50 et une orange des années 2000, une orange moderne contient 5 fois moins de fer, par exemple. Donc on a cité l'exemple des pêches, donc on se rend compte que de manière générale, la densité nutritionnelle a diminué, et la quantité de nutriments, alors les nutriments c'est les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, qu'un aliment contient comparé au nombre de calories, ça a baissé. C'est ça, c'est qu'on dit, voilà, pour 100 grammes d'orange, c'est ce que vous voyez sur les informations légales sur les étiquettes des produits, pour 100 grammes
d'orange, vous avez tant d'oligo-éléments, tant de minéraux, tant de vitamines. Alors ça commence à être débattu, ce problème de la densité nutritionnelle au niveau anglo-saxon, aux États-Unis notamment, au Canada, en Angleterre, et même en Allemagne. En revanche, en France, il y a une omerta sur ce fait-là, et que ce soit au niveau de la recherche, des pouvoirs publics ou des médias. Donc du coup, on est assez peu informé, puis on dit, on va passer outre ce phénomène-là, et le grand public n'étant pas informé, ne se rend pas compte qu'en consommant des aliments modernes, c'est qu'il se dénutrit. Alors si on parle en apport journalier, parce que là c'est un apport journalier recommandé, la JR, c'est ce qui est marqué sur les étiquettes, et qu'on nous dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour, alors donc ça va tenir compte de la richesse en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en acides gras, en acides aminés, voilà, c'est ce qui est indispensable au maintien de notre bonne santé. Mais vu les teneurs en nutriments, par exemple, juste pour l'exemple de la vitamine A, il faudrait 5 bananes, 10 oranges, 26 pêches. Donc ça, c'est une étude menée au Canada au début des années 2000. Ça avait été publié par un grand quotidien qui s'appelle The Globe and Mail, qui compare 2 tableaux nutritionnels des années 50 et de maintenant sur 25 fruits et légumes de consommation courante. Donc en un demi-siècle, on a perdu énormément de nutriments. Alors, selon cette même étude, donc quasi 80% des aliments testés ont vu leur teneur en calcium et en fer diminuer. Or, on répète que le calcium et le fer sont des minéraux et oligo-éléments indispensables et qui sont essentiels au bon maintien de la santé. Et si on parle de la vitamine A, là c'est un nutriment qui est indispensable au développement des cellules et du fonctionnement immunitaire. Donc il y a un gros souci. Si la nourriture joue à ce point un rôle indispensable, de voir ces nutriments diminuer selon les aliments. Alors d'où ça vient, cette déperdition en nutriments? La première chose, c'est que une plante, un végétal, qui se trouve moins nourri, moins riche en nutriments, lui il puise ses nutriments dans le sol. Donc l'utilisation intensive de produits chimiques tels que les pesticides, les herbicides, les fongicides, les engrais, ça va augmenter certes la vitesse de croissance et la résistance des plantes aux intempéries. En revanche, ça va diminuer proportionnellement le temps de fixation des micronutriments. Parce que si on augmente la croissance des végétaux, ils restent moins longtemps au contact avec le sol, donc ils ont moins le temps de se charger en nutriments. Et l'utilisation intensive de produits chimiques détruit les nutriments du sol et les micro-organismes. Donc ça c'est la première chose, c'est l'agriculture moderne intensive. Donc il y a beaucoup de zones, je dirais même la plupart des zones agricoles sont épuisées en ressources vivantes. D'ailleurs si vous allez dans un champ d'agriculture traditionnelle, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de micro-organismes et pas de vers de terre. Il n'y a pas de vie, donc évidemment faire pousser un aliment vivant là où il y a très peu de vie, c'est compliqué. Et puis également, il y a le phénomène que aujourd'hui, on mange une alimentation qui n'est plus locale. Donc ça implique 2 choses. Le fait de cueillir des végétaux, donc déjà qu'on subit une croissance rapide, avant leur état mature, puisqu'ils vont continuer de mûrir ou pendant leur transport, ou pendant leur période de stockage avant-vente. Donc là c'est, on va dire, les traitements de conservation et les rallongements des temps de transport. Donc on estime qu'un aliment parcourt en moyenne 2500 km avant d'être consommé. Donc, ce qui est gigantesque. Donc ça se rajoute au fait de cueillir les végétaux trop tôt. Donc ils ont moins d'irrigation par le sol, puis également moins d'ensoleillement. C'est l'ensoleillement qui active aussi beaucoup de facteurs comme les polyphénols.
Les polyphénols, c'est pas anodin, ça protège contre le cancer et la détérioration des cellules, de manière spécifique au niveau du cerveau. Et puis surtout, il y a moins de facteurs antioxydants comme la vitamine C, où là, pour certains légumes, c'est quasiment proche de 0. Enfin, je parlais de biodiversité dans l'introduction, on peut dire qu'il y a des pratiques de sélection de plantes et d'hybridation pour leur rendement. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus en termes de densité nutritionnelle pour le choix de planter un aliment, ni en termes de comestibilité, tant que ce mot existe, mais en fonction du rendement à l'hectare, de sa faculté à le récolter, de la faculté à être résistant aux intempéries, de la faculté à le stocker, à le transporter, et puis à le garder longtemps comestible. Mais plus le rendement est élevé, moins la plante dépense d'énergie pour absorber des oligo-éléments. Et donc plus la teneur en nutriments est faible. C'est ça qu'il faut garder en tête. Là on se retrouve à avoir un paradoxe assez spécifique. À la fois, on peut se surnourrir, se suralimenter, et en même temps, en étant suralimenté, être sous-nutri par la trop faible densité nutritionnelle de ces aliments. Donc c'est un paradoxe vraiment moderne, je pense que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité où on subit ça. C'est pour ça qu'on a recours, pour beaucoup, aux compléments alimentaires, en vitamines, en minéraux, en antioxydants et en acides aminés ou en acides gras. Alors on va dire, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui disent que c'est pas si important que ça de perdre des nutriments. En revanche, il y a des études qui ont été faites, et là ça a été fait par l'INSERM sur plusieurs années, je crois que sur une dizaine d'années, à cheval sur les années 2000. On a testé l'effet d'un apport en vitamines et en minéraux antioxydants à dose égale d'une alimentation dite saine. Et au bout de 7 ans, on a observé chez les hommes une diminution de 31% des risques de cancer et une diminution de 37% des risques de décès. Donc, on se rend compte que les nutriments sont essentiels au maintien de la bonne santé. Sauf que, on est censé les avoir de manière naturelle par les végétaux, mais s'ils en possèdent moins, on mange plus, on s'encrasse plus, on obtient moins. Donc c'est un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place, qui est assez, dangereux et critique. Donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui, on estime qu'il y a un Français sur 3 qui consomme des compléments alimentaires pour aller combler ce manque-là au niveau nutritionnel. Donc c'est un marché qui représente des milliards en termes de chiffre d'affaires. Et donc ça a généré un capital et puis des flux de transferts financiers assez énormes. Donc du coup, on va peut-être moins être à cheval sur le fait de faire des investigations au niveau politique et économique, au niveau agricole et alimentaire, pour optimiser la densité nutritionnelle des aliments. Alors tout en sachant qu'en plus, le but d'un producteur, quel qu'il soit, le but d'un marchand quel qu'il soit, c'est de vendre et de vendre plus. Nous, on n'a pas besoin de volume, on a besoin de quantité et de qualité nutritionnelle. Et si on a besoin de manger plus pour obtenir notre volume en nutriments, c'est plus intéressant en marchand qui vend, lui, il vend pas des volumes de nutriments, il vend du poids au kilo, ou de la pièce. Le maraîcher vend au poids ou à la pièce. Mais il vous dit pas, je vous vends vos 17,4 mg de fer à 5 €. Si c'était ça, on s'intéresserait plus à la densité nutritionnelle des aliments. Sauf que c'est pas le cas. Donc ce n'est pas du côté économique que va venir l'impulsion d'aller augmenter les nutriments dans l'aliment. C'est vraiment une démarche politique et sanitaire. Mais ça, on le voit, quand on dit ça, on le voit très simplement, quand on bascule d'une alimentation dite traditionnelle à une alimentation bio, on mange les mêmes produits, mais on est rassasié plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de nutriments dans les légumes bio, et que le corps, lui, il a besoin de nutriments et pas de volume. Les fibres, ça ne l'intéresse pas. Ça l'encombre. Donc par exemple, on se rend compte qu'en agriculture bio, il y a 70% de fer en plus dans les aliments. Alors,
Ce qui est important dans les légumes oubliés, c'est qu'il y a une perte de la biodiversité. Alors dans un rapport fin des années 90, la FAO, donc c'est Organization Food Association Organization, donc la branche agriculture de l'ONU, estimait que 75% des variétés végétales qui entraient encore dans notre alimentation au début du XXe siècle étaient perdues. Donc c'est-à-dire il y a 3 légumes sur 4 qui ont disparu en 100 ans, même pas 100 ans. Donc c'est énorme, parce que ces légumes-là, ils apportent autant de nutriments différents, autant d'enzymes différents. Et donc, si vous allez au supermarché faire vos courses de produits frais, vous allez vous rendre compte que, au maximum, vous aurez 60 variétés. Tout confondu, hein. Les variétés locales, les variétés exotiques. Et si on met ça en perspective, par exemple, avec les salades, les seules salades, hein, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on en dénombrait 1200 en France. Il y avait 1200 salades différentes répertoriées à la fin de la Guerre mondiale. Et aujourd'hui, vous pouvez vous gratter la tête et réfléchir à combien de variétés de salades vous avez déjà goûté depuis que vous êtes né. Si vous arrivez à 10, ça sera bien. Et si vous arrivez à 20, ça sera très bien. Reste que ça fera quand même 60 fois moins que les 1200 variétés. Alors le but, c'est pas de manger les 1200 variétés, c'est de dire aujourd'hui, il ne subsiste plus que quelques variétés de salades dans les supermarchés. Mais ça va être la même chose pour toutes les variétés rustiques, on va dire, qui étaient présentes dans chaque potager, chaque région, chaque même canton ayant des fruits et des légumes très spécifiques. Les pommes, c'est ce qu'il y a de plus connu, parce que des pommes, vous en avez des tas et des tas de variétés. Ça concernait les poires, voilà. Alors surtout les tomates. Il existe en Europe plus de 2000 variétés de tomates, ce qui est énorme. Et donc elles étaient perpétuées par les jardiniers particuliers, qui conservaient les graines d'année en année, afin de les replanter. Et aujourd'hui, on se trouve avec des variétés très standardisées, modernisées, et vous en trouvez sur les étals très peu. On va dire pareil, on va se retrouver avec une dizaine de tomates parmi les 2000 variétés possibles. On peut dire qu'aujourd'hui, la consommation rime avec standardisation. Alors, la standardisation des produits, où tout changement est difficilement accepté par le consommateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pointer uniquement le politique et l'économique, sans pointer aussi le consommateur. Le particulier qui, lui, aussi a une responsabilité, en tant que personne qui cultive son jardin personnel, ou personne qui demande à son maraîcher, ou à son primeur, des variétés spécifiques. Tout ça, c'est une question de saveur, de texture, de couleur, qui vont changer d'une variété de légumes modernes ou anciennes. Alors c'est pour ça qu'on appelle ça les légumes oubliés, et puis qu'ils ressortent de temps en temps. Donc on peut estimer qu'il y a des milliers, on peut même dire des dizaines de milliers d'espèces qui ont disparu, et ce qui est triste, c'est tristement banal, c'est de constater qu'on mange quasiment toujours la même chose, c'est qu'on a l'impression d'avoir un choix, mais qu'en fait il est extrêmement réduit par rapport au potentiel incroyable de variétés qui existent. C'est pour ça que cultiver des légumes anciens, c'est aussi favoriser la biodiversité. Mais la biodiversité, pas que alimentaire, je dirais, même au niveau des insectes, parce que la pollinisation et l'attrait de certains insectes pour certains légumes fait qu'il y a tout un écosystème qui se met en place. Et puis c'est aussi une transmission de notre patrimoine, culturel, mais je dirais même culinaire, parce que du coup on a des saveurs qui sont peu prononcées. Il y a beaucoup de légumes qui possédaient une forte amertume, vu qu'il y a une appétence pour le sucré qui s'est développée en très peu de temps. On va dire les légumes qui avaient une saveur forte prononcée avec un peu d'amertume ou d'astringence, ils ont vite été oubliés. Alors c'est impossible de dresser une liste complète des légumes oubliés. Sachant qu'en plus qu'il y en a qui sont oubliés qui reviennent. Le meilleur exemple c'est le brocoli, on va dire qu'il y a 20-25 ans, le brocoli, on le trouvait dans pas grands endroits, à part dans les jardins. Aujourd'hui, dans chaque supermarché, vous trouverez du brocoli.
On va dire que les topinambours sont tombés dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vrai que là, culturellement, c'était vraiment une alimentation de privation, de pauvreté, puis qui renvoyait des mauvais souvenirs. Là, ça commence à revenir, le topinambour. Donc il y a des choses qui partent, qui reviennent. Ça dépend en fait. Voilà, là, en l'occurrence le topinambour c'était des circonstances de guerre, puis il y en a d'autres, tout simplement, on a oublié qu'ils étaient comestibles. C'est-à-dire que le panais, c'est un exemple, parce qu'on dit on donne ça au lapin, donc c'est comestible pour le lapin mais pas pour l'humain, ça pousse dans les talus, mais en fait ça se cultive. Et puis les gens trouvent ça même très bon une fois qu'ils l'ont goûté, mais il y a beaucoup de personnes qui avaient oublié que c'était comestible, éventuellement les lapins pouvaient en manger, mais sans doute pas les humains. Je pense qu'on juge aussi trop rustique, trop délicat à conserver, puis avec des chairs trop fragiles, et que du coup le but c'est de transporter en cagette, et puis d'avoir le moins de pertes possible. Et même nous quand on stocke avec nos potagers, c'est de faire attention à des légumes pas fragiles qui pourraient s'abîmer, puis de perdre une grosse partie de la récolte. Donc aussi cette sélection elle s'est faite à partir de cette donnée-là, dire de conservation, donc d'optimisation. Comment sont conservés aujourd'hui les légumes et comment on fait en sorte que tout ne disparaisse pas. On va dire que c'est dans l'air du temps depuis quelques années. Il y a beaucoup de jardiniers et de cuisiniers, amateurs ou professionnels, qui veulent redécouvrir et innover. Donc on ressort des variétés anciennes, on cultive des légumes anciens, on va dire le jardinage productif, donc par rendement, celui auquel je faisais référence, a laissé place au jardin plaisir, à la découverte des formes, des couleurs, puis des saveurs oubliées par le temps. Et donc du coup les cuisiniers se mettent aussi au goût du jour et puis ressortent. Voilà, c'est toutes notamment c'était les courges là, qui sont revenus en premier. Là, on en a vu tout un lot. Et puis grâce à cela, c'est la biodiversité qui s'enrichit. Et donc ça, c'est un phénomène qui est hyper intéressant à noter. C'est d'avoir une action globale. Donc ça entraîne un mouvement qui rappelle celui de l'humain dans ses migrations. C'est que l'humain se déplaçait aussi avec ses graines, et puis cultivait, échangeait, troquait ses semences avec d'autres personnes qui habitaient le même endroit où il venait s'installer, et puis on se retrouvait avec des variétés sporadiques qui s'adaptaient au temps, qui mutaient encore de manière naturelle. Donc ça c'est un phénomène qui recommence, on va dire, avec les déplacements de population pour des raisons professionnelles souvent. Et puis surtout, ce qui est hyper important, c'est les gens qu'on appelle des sélectionneurs, donc qui eux ont enrichi cette biodiversité en créant des nouvelles variétés. On va dire que au niveau agricole et potager, il y a plus de 500 variétés qui sont créées par an, ce qui est énorme, et qui sont inscrits au catalogue des variétés de légumes. Il y a une prise de conscience depuis plusieurs années qui est devenue une priorité pour certains chercheurs et beaucoup de passionnés, c'est conserver toutes les variétés anciennes. Alors pour beaucoup d'entre nous, les variétés anciennes peuvent paraître dépassées, disons par des variétés nouvelles qui offrent plus de qualité visuelle, gustative ou surtout de résistance, mais les scientifiques et les chercheurs, eux, cherchent à conserver toute la biodiversité. Et ils vont être, on va dire, très exigeants sur le fait de ne perdre aucune variété. À quoi ça va nous servir demain? Imaginons qu'il y a des parasites qui fassent leur apparition. Et si on a dans notre catalogue de semences des variétés très résistantes aux parasites, on va pouvoir les ressortir, faire en sorte qu'un légume ait une caractéristique particulière pour se défendre sur un parasite ou des insectes, et donc pouvoir continuer l'agriculture sans tomber dans un phénomène de raréfaction d'un ou plusieurs aliments. Alors les sélectionneurs et les collectionneurs privés ont été les premiers à collectionner les variétés et à maintenir et à enrichir les collections. Alors ça c'est par les échanges, et puis donc il y a des réseaux qui sont formés,
d'abord confidentiels et passionnés, puis maintenant qui sont montés en structure associative, et où on peut troquer des graines, mais des graines qui sont inscrites au laboratoire des variétés, pas des choses qui existent déjà ou qui viendraient truquer et pervertir cette collection. Donc c'est pour ça que la conservation de ces ressources génétiques nécessite une gestion stricte et des analyses très strictes pour préserver les qualités originelles d'une variété. Donc il est indispensable d'être très minutieux et de répertorier correctement et d'écrire les caractéristiques intrinsèques de chaque aliment. Ça dans le but évidemment de faire reproduire les plantes, voire même de les croiser, de les hybrider. Donc là, ce travail-là de coordination en France, il s'effectue par le Bureau des ressources génétiques, qu'on appelle BRG. Donc là, ça participe à des programmes de coordination au niveau international. Voilà, on conserve des graines dans tous les pays maintenant. Je crois que l'ONU a recensé pas loin de 1500 collections différentes à travers le monde, avec plus de 5 millions d'espèces de plantes cultivées possibles. C'est énorme. 5 millions d'espèces. Donc tout ça, c'est répertorié. Alors, moi je voudrais revenir sur deux exemples qui sont très banals. La tomate et la carotte. Par exemple, les tomates, au niveau européen, il y a 1565 variétés de tomates qui sont inscrites au catalogue européen. Ou sur la liste des variétés anciennes, et qui sont donc commercialisables en France. Donc 1565. Et il y en a, on va dire, une quinzaine qui sont vendues au grand public. Pour la carotte, alors ça c'est une espèce historiquement développée en France et en Europe, il y a plus de 400 variétés qui sont conservées par les semenciers, et 500 au total qui sont inscrites au catalogue, et donc commercialisables. Donc il y a 500 espèces de carottes. Donc le catalogue officiel des espèces et des variétés, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pas que deux légumes identiques soient vendus sous un nom différent. Et puis ça évite des hybridations sauvages. Alors il y a un autre exemple que la tomate et la carotte, ça va être le haricot, parce que le haricot c'est une des premières espèces qui a été, cultivée parce que facilement cultivable. Donc on a de tout temps réalisé des croisements pour alors que ça soit de manière naturelle par l'intervention des insectes qui ont fait des hybridations, ou par l'intervention humaine, et naturellement, l'humain il aura choisi, à la différence de la nature, de récolter des haricots plus gros parce que son but c'est de manger plus. Donc on est passé en quelques milliers d'années d'agriculture à des grains qui faisaient 0,05 grammes, à des variétés cultivées dans le nord de la France qui sont 0,5 grammes. Donc c'est-à-dire 10 fois plus, ce qui est énorme. Et donc parce que le but, dès l'instant que l'homme a choisi l'agriculture comme forme de dépendance à son alimentation et de ressource principale, ça a été de rentabiliser son travail et ses ressources en terre. Donc là on se retrouve avec des variétés qui sont 10 fois plus grosses. Donc partout où il a été cultivé par l'homme, l'haricot a donné naissance à une grande variété de populations et de variétés. Donc on se retrouve simplement en France, avec plus de 200 variétés de haricots nains. Donc c'est exceptionnel. Alors comment reconnaître une variété ancienne? Ça c'est une question qu'on se pose souvent. Déjà ce qu'il faut se dire, c'est que la majorité des fruits et légumes qui sont vendus sur les étals des marchés, ce sont des hybrides, issus de croisements artificiels. C'est plutôt dire que, à la limite, quand ça sera un légume ancien, ça sera fortement précisé. Si rien n'est précisé, c'est que c'est des produits hybridés. Quand bien même, on pourrait se dire, la variété cœur de bœuf, c'est une variété ancienne. Oui et non, parce que c'est fait à partir de variétés anciennes, mais c'est des hybridations modernes. Donc c'est pas vraiment un légume ancien. Si c'est pas précisé, en général, le maraîcher sera très fier, et très content de vous préciser que c'est une variété ancienne. Si c'est pas précisé, c'est que ça ne l'est pas. Alors, quels seraient les avantages des légumes anciens? Déjà, c'est varier les plaisirs gustatifs, les plaisirs culinaires,
On va dire les carottes jaunes, ben là il y en a, moi je suis originaire de Haute-Saône, en Haute-Saône vous avez des carottes jaunes, des tomates vertes, des melons gris, des choux roses, des concombres qui vont être marrons plus ou moins foncés, voilà, du coup c'est des choses qui nous interpellent, mais par contre c'est une éducation. Pour les enfants, ça leur apprend, bah oui, une tomate c'est pas forcément rouge, une carotte c'est pas forcément orange, et un melon c'est pas forcément vert. Donc c'est déjà important au niveau de l'éducation, pour pas rentrer dans un seul prisme et puis dans une standardisation. Et puis surtout ça permet de varier les goûts, les saveurs, puis de stimuler les papilles. Et puis évidemment la richesse nutritionnelle et la biodiversité que ça amène, donc je parlais en insectes, mais l'introduction à ce qui est important, c'est les nutriments. Donc plus vous aurez de légumes différents, plus vous aurez de variétés différentes. Alors moi j'aimerais finir en revenant sur un exemple qui m'a pas particulièrement frappé, vous êtes peut-être tombé déjà dessus, c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal Pot, lui qui est agriculteur dans l'Hérault, dans les Cévennes précisément, et qui fait pousser des variétés de tomates anciennes, sans eau, sans intervention humaine. Et donc les Cévennes, lui c'est Sud-Cévennes, c'est plein cagnard. Donc lui il a eu l'idée de développer une méthode qui lui permettrait de rester comme tout humain qui se respecte en à l'aspiration, feignant. Et non interventionniste. Donc il cultive et il a sélectionné plus de 400 variétés de tomates, évidemment bio, et ces 400 variétés, il les cultive sans arrosage ni utilisation de produits phytosanitaires, évidemment. Alors même si c'est des préparations phytosanitaires 100% biologiques. Alors évidemment, bon, ce mec-là, si vous le voyez sur une vidéo, bah, il a les cheveux longs, il a la longue barbe, on dirait plutôt un 68 art sur la fin qu'autre chose, mais il est venu titiller et inspirer les plus grands chercheurs en matière de génétique sur les plantes. Lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur ses semences bio. Il travaille sur un terrain de quasiment 3 hectares, et il a créé ce qu'il a appelé le conservatoire de la tomate. Mais il travaille pas que sur la tomate, c'est sur d'autres variétés anciennes. Alors donc c'est un climat qui est très rude, les Cévennes, puis surtout c'est un sol qui est très caillouteux. Donc en gros, tout ce qu'il faudrait pas, théoriquement, on va dire, au plant de tomate. Donc on n'a pas compris, mais sans aucun entretien, chacun de ces plants peut produire jusqu'à 25 kg de tomates. Donc c'est là où il a interpellé. Donc lui, il part d'un principe simple, c'est qu'il faut éduquer les légumes pour leur apprendre à se défendre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des maraîchers, des jardiniers particuliers et passionnés sont aux petits soins, scrutent la pluie, le soleil, la moindre intempérie, et vont venir gratter la terre, arroser, drainer le surplus d'eau. Et quand on observe les mauvaises herbes, elles sont dans ces mêmes conditions-là, et elles ne meurent pas. Elles subsistent, elles poussent entre deux cailloux, elles poussent entre deux dalles, elles poussent entre les pavés des centres-villes, on ne les arrête pas. Par contre, une plante, plantée par la main de l'homme, qui sait tout, hein, l'homme, puisque il a un intellect qui dépasse la nature, on est très fiers de dompter la nature, avec le résultat qu'on y voit. Et donc, avec tout notre savoir partagé sur des encyclopédies, sur des ouvrages, depuis des centaines d'années sur les plantes, on n'arrive pas à ne pas éviter des pénuries et des catastrophes sur les parasites, sur les virus, sur les bactéries, sur les insectes, sur l'immunité, sur le manque de soleil, sur le manque d'eau. Dès qu'il y a la moindre variation, dès qu'il y a la moindre perturbation sur la plante, elle est affectée et elle meurt. Donc tout le monde essaye ces petites techniques, se les transmet, et Pascal, c'était agriculteur, cultivateur, lui, il dit que le secret c'est de créer ses propres semences, qui vont être résistantes aux maladies, et lui en l'occurrence à la sécheresse aussi. Bon, créer ses propres semences, ça veut dire quoi?
des graines qui sont adaptées au lieu où elles vont se développer. Donc il faut quelques générations pour ça. C'est-à-dire qu'il faut au départ cultiver, accepter d'avoir peu de rendement, et que c'est que l'information va passer de graine en graine, de la graine mère à la graine fille, lui transmettant dans sa génétique les caractéristiques du terrain. Il faut sélectionner des semences en fonction du contexte. On revient toujours en fonction du contexte, des difficultés, et il faut quelque part stresser la plante. Moi je sais que je suis d'une famille d'agriculteurs, mon père m'a toujours dit, je n'arrose pas les tomates aujourd'hui, parce que je les stresse, elles manquent d'eau, elles vont faire des racines. C'est-à-dire, ça participe au bon sens. Et donc, lui, c'est Pascal, cet agriculteur, lui, il dit que si on veut faire une plante résistante à la sécheresse, il faut pas l'arroser. Si tu l'arroses, elle n'aura pas les caractéristiques adaptées pour résister à la sécheresse. Ça sera dur pour la grand-mère tomate, ça sera un peu moins dur pour la mère tomate, et ça sera beaucoup plus simple pour la fille tomate. Si aujourd'hui vous déménagez dans le désert accompagner les Touaregs, ça sera dur pour vous. Si vous avez des enfants avec un Touareg ou non, mais en tout cas sur le sol Touareg, ça sera moins dur pour votre enfant, et pour vos petits-enfants, ça sera absolument pas dur. Donc la sélection de ces semences, c'est la base. Donc ça, c'est ce que viennent observer les biologistes, qui n'y avaient pas pensé. Et donc ça fait de ce travail un travail unique, de stimulation de l'immunité, de développement des qualités intrinsèques par rapport au contexte. Donc lui, parce qu'il a fait des stages pour tous, pour apprendre à cultiver, que ce soit en légumes ou en fruitiers, bio et sans eau. Donc on fait en fonction de ce que la nature offre. Alors il vend une partie de ces graines qui sont pas inscrites au catalogue, puisque c'est lui-même qui les a hybridées. Alors c'est le GNIS qui répertorie Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants. Mais donc lui, vu qu'il les fait pour lui, c'est pas un problème. Alors, le problème de ce groupement national, qui dit groupement dit intérêt, et donc, généralement, ces semences sont quasiment toutes détenues par des multinationales, qui fabriquent des produits phytosanitaires et des engrais. Donc l'intérêt d'une entreprise n'est pas que la plante puisse se développer sans produits phytosanitaires et sans engrais si on en vend. Donc ne se trouve commercialisé pour les agriculteurs essentiellement des plants qui sont dépendants des produits phytosanitaires et des engrais. C'est-à-dire qu'on vend des plantes qui ont besoin d'un traitement pour vivre. On ne vend pas des plants résistants. Donc en gros, si on veut conclure, il suffirait de savoir observer la nature pour mieux la comprendre, pas chercher à la domestiquer, juste chercher, nous, à nous y adapter. Donc on peut tout à fait cultiver sans eau. Pensez toujours aux plantes sauvages et à ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Je vous rappelle qu'il y a les mauvaises herbes, il y en a 70% qui sont comestibles, à la différence de vos plantes d'intérieur qui sont au plus des 3/4 non comestibles, donc c'est-à-dire on a chez nous des plantes qui ne se consomment pas, et dans la nature on ne consomme pas des plantes qui se consomment. Bref, ça c'est aussi une utilisation spécifique du cerveau humain. Donc on laisse la plante se débrouiller toute seule, contre le manque d'eau, contre les maladies, contre les parasites, contre les insectes. Alors pour ça, c'est un raisonnement très dur, que le généticien n'aura pas, que le biologiste n'aura pas, que le chercheur n'aura pas, mais que la personne feignante et reliée à la nature aura, et ces mêmes biologistes, chercheurs et scientifiques viennent voir aujourd'hui le hurluberlu au cheveux longs et à la barbe pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la nature, et lui il leur enseigne simplement, plutôt que d'être en laboratoire, rester au contact du sol et du ciel. Donc lui, il leur explique à ces gens-là qu'en 3 années de récolte de graines, on va donner naissance à des plantes résistantes dont les parents auront marqué le code génétique en fonction de leur contexte d'évolution. Alors moi, ce qui m'intéresse en travaillant sur la santé humaine, c'est d'étendre ce raisonnement-là,
à la santé naturelle, et tout ce qui va être maladie moderne, où on est extrêmement interventionniste sur le corps, on a des diplômes plein les hôpitaux, plein les maisons de santé avec des professions médicales, paramédicales ou en médecine parallèle, et on n'a jamais eu autant de faiblesse au niveau de l'immunité, on aseptise les lieux, plutôt que de comprendre ce que c'est qu'un germe, qu'une bactérie, qu'un virus ou qu'un parasite. On est sous tutelle médicamenteuse de notre vie intra-utérine jusqu'au décès, qui n'est pas un décès naturel, parce que la plupart des décès, si on enlève les médicaments, il y a une mort rapide. Donc on parle d'espérance de vie en bonne santé et d'espérance de vie, et l'espérance de vie en bonne santé régresse dans notre civilisation, l'espérance de vie en bonne santé augmente, mais avec des produits chimiques circulant dans le sang. Donc si on estime qu'un élément vivant comme une plante, soumis à un stress, va augmenter son système immunitaire et saura plus se défendre, peut-être qu'on peut transposer cette application à la structure vivante qu'est l'humain, pour faire en sorte qu'un bactérie, un parasite, un germe, un virus, une poussière, un pollen ou un manque de sommeil ne soit pas à ce point dramatique sur sa santé, puisqu'il y a des gens qui dorment 2 heures de moins, qui se trouvent complètement déséquilibrés, il y a des gens qui changent de fuseau horaire, qui sont complètement détraqués, il y a des gens qui changent à peine leur alimentation, qui deviennent allergiques, il y a des gens où un lieu n'est pas dépoussiéré, éternuent et font des crises au point d'aller aux urgences. Si nous, on observait des espèces animales qui aient cette fragilité-là, on dirait que ce ne sont pas des bonnes espèces animales, ça ne vaut pas la peine de les élever. Et ben, on peut changer tout ça, puisque tout n'est que affaire de contexte et de génétique. C'est donc d'aller, non pas vers une sélection des humains, mais vers une augmentation de la résistance des humains en optimisant les milieux de vie, les contextes de vie, et pas en étant interventionniste sur la nature, mais juste en observant la nature et en allant plus à son contact.